Bonjour à tous. Donc effectivement, la présentation qui va suivre va traiter des textiles intelligents et comment ils peuvent être mis au service des travailleurs. Le groupe CTT, en fait, on est un organisme à but non lucratif qui a été donc inauguré en 1983 et on est situé à Saint-Hyacinthe. On comporte à peu près 70 spécialistes au niveau textile technique, géosynthétique. Et donc on est à la fois un centre de recherche et un laboratoire. Au niveau des services de laboratoire, on offre à peu près 600 tests accrédités pour tout ce qui est textile, notamment les textiles de protection. Et puis au niveau du centre de recherche, on a des équipements de prototypage et puis on mène différents projets. Notamment, on a une chaire de recherche sur les textiles intelligents et les textiles 3D. C'est un programme sur 5 ans qui a débuté cette année. Au niveau des textiles intelligents, on a donné un premier événement en 2000, Expo Hightex, où on a commencé à introduire un petit peu l'idée des textiles intelligents. Puis à la suite de ça, on a créé un département vraiment axé sur les textiles intelligents. Et donc, on a mené à date différents projets dans différents domaines. Pour donner une définition, qu'est-ce qu'un textile intelligent? Comment on peut définir ça? En fait, c'est une structure qui est capable à la fois de détecter et de réagir et de s'adapter à un grand nombre de stimuli. Donc la différence entre les capteurs et les actuateurs, ça a été la base de notre classification dans le cadre de ce projet, pour un petit peu avoir comme une catégorisation des différents textiles intelligents qui existent. Et puis on a des sous-catégories en fonction du type de stimuli, donc mécanique, chimique, électrique, auxquels ils réagissent. Pour vous donner quelques chiffres, en fait, le domaine des textiles intelligents, on en entend beaucoup parler, puis ça a connu une croissance économique exponentielle au cours des dernières années. En 2012, en fait, ça a été estimé à peu près 0,29 milliards de dollars. Et puis d'ici 2023, on estime que ça va dépasser les 7 milliards. Donc c'est vraiment une croissance très importante, plus de 36% en termes de croissance annuelle. Puis souvent, ce qui est important de regarder, c'est au niveau des brevets. C'est un bon indicateur du poids technologique que ça peut avoir. Puis depuis 1997, donc sur exactement 10 ans, il y a eu plus de 10 000 brevets qui ont été publiés avec les termes Smart Textile. Aussi au niveau économique, en fait, les textiles intelligents, on les retrouve plutôt dans quel domaine? L'un des domaines primaires, ça va être le domaine de la défense et de la protection. Donc tout ce qui est textile destiné aux militaires, pompiers, policiers, etc. C'est un des gros domaines. En deuxième, on a le sport et loisirs qui va toucher plus les consommateurs. Et puis enfin, un troisième domaine, ce serait plutôt le domaine médical. Mais on voit le domaine primaire étant la défense et la protection, il y a définitivement des applications possibles au niveau de la CSST. Alors, qu'est-ce qui se passe au Canada? On a quand même, dans notre étude, on a recensé plus d'une 60aine d'entreprises canadiennes qui œuvrent dans le domaine des textiles intelligents. Il y a d'ailleurs différentes entreprises québécoises, donc notamment on connaît OM Signal et Exoskin qui sont plutôt dans le domaine des vêtements qui mesurent les signes biométriques, mais également Solino Textile pour tout ce qui est chauffant, Edoco qui permet donc de mesurer un petit peu la mobilité des personnes. Pour vous présenter de façon très générale les différents axes de recherche, je vais vous présenter des exemples de textiles intelligents. Qu'est-ce qu'on a identifié? Donc toujours sur la base, donc là c'est un petit peu notre matrice pour notre classification. On a les capteurs et les actuateurs. Puis on a 5 grandes familles de stimuli, donc thermique, mécanique, chimique, optique et électrique. Donc, par exemple, un capteur de température, ça sera un capteur thermique. Un actuateur thermique, ça sera un textile chauffant ou un textile refroidissant. Si je prends un autre exemple pour l'électrique, un capteur électrique, ça va être par exemple un capteur un capteur de rythme cardiaque. Par contre, un actuateur électrique, ça va être un système d'électrostimulation. Alors, au niveau de thermique, quelques exemples. On a les textiles, comme je disais, chauffants ou refroidissants. Au niveau des textiles refroidissants, on va souvent avoir des structures qui intègrent des capillaires avec un système de circulation d'air ou d'eau. Au niveau du chauffant, on va avoir soit au niveau des sous-vêtements, donc très près du corps, ou alors pour des vêtements d'extérieur, comme par exemple les vestes de Milwaukee. Au niveau mécanique, on va avoir les capteurs de pression. Ici, ce sont donc des chaussettes qui intègrent des conducteurs qui permettent de mesurer la pression au niveau plantaire. Ça va être intéressant pour les travailleurs pour savoir le nombre de pas, par exemple, qu'ils parcourent chaque jour, comment est répartie la pression au niveau de leurs pieds s'ils sont amenés à porter des charges. Au niveau des capteurs d'impact, donc c'est l'exemple ici d'un produit Red Light qui avait été, initialement, ça a été commercialisé pour les joueurs de football américains pour prévenir les traumatismes crâniens. Donc il y avait une petite lumière qui s'allumait si le joueur avait reçu un coup au niveau de la tête qui dépassait un certain seuil. Mais ça, ce sont des choses qui peuvent être applicables également au niveau des travailleurs, pour tous les travailleurs sur les chantiers et dans les mines, etc., qui sont amenés à porter des casques de protection.
Ensuite, tout ce qui est capteur de mouvement, donc on a 2 exemples ici, Edoco et puis Atos. Donc là, on a des éléments conducteurs qui, en se déformant, vont changer leur résistance électrique. Puis c'est un petit peu sur ce principe-là qu'on va être capable de pouvoir recréer leur mouvement. Au niveau optique, donc des exemples d'actuateurs optiques, ça va être l'idée de pouvoir, par exemple, intégrer des éléments lumineux, dont des LED, dans des vestes de protection. On sait qu'on a les bandes réfléchissantes qui permettent en fait d'avertir les conducteurs de véhicules qu'il y a une personne près d'eux, mais on n'a pas vraiment de système pour avertir le travailleur lui-même qu'il y a un véhicule qui s'approche de lui. Donc l'idée, c'est éventuellement de coupler ces LED-là avec un dispositif qui va regarder au niveau de l'environnement du travailleur s'il détecte un véhicule approchant. Et dans ce cas-là, déclencher les LED qui vont par exemple flasher sur la veste du travailleur pour l'avertir lui-même et non pas le conducteur du véhicule. Souvent, quand on parle de travailleurs sur des chantiers ou sur des terrains où c'est des gros véhicules, c'est plus facile au niveau du temps de réaction pour le travailleur de se déplacer par rapport au véhicule que pour le véhicule, lui, de manœuvrer autour du travailleur. Un autre type de capteur optique, bien que très différent, on parle ici de chémochromisme. Donc ça, c'est des exemples de gants en fait, qui vont changer de couleur lorsqu'ils sont exposés à des substances chimiques qui soit dépassent un certain seuil, soit simplement qui sont toxiques de base. Donc pour tous les travailleurs au niveau du domaine pétrochimique ou dans les usines de produits chimiques, ça peut être aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Donc ceux-là sont classifiés sous le terme optique, en fin de compte, bien que c'est chimique, mais c'est un capteur chimique, mais un actuateur optique. Au niveau électrique, en fait, je vous dirais que ça, c'est vraiment le berceau des textiles intelligence. Les textiles intelligents ont vu le jour au début dans l'idée de pouvoir mesurer certains signes vitaux. Ça a été parmi les premières applications. Donc quand on parle de signes vitaux, on parle à la fois de rythme cardiaque, de respiration, mais aussi d'activité musculaire. Donc on est capable de détecter, en fin de compte, lorsqu'on veut faire un mouvement, notre cerveau envoie une impulsion électrique à nos muscles, puis c'est cette impulsion-là qu'on est capable de détecter grâce à des textiles conducteurs. Donc on a différents types de produits qui sont déjà commercialisés, OM Signal, Smoothie en Europe, Vital Jacket, Wasp aux États-Unis. Il y a beaucoup de ces produits qui vont cibler plutôt des sportifs pour optimiser leur performance, mais qui sont aussi transférables et applicables au niveau des travailleurs, notamment pour les travailleurs isolés et puis pour les travailleurs qui ont des professions, on va dire, un petit peu qui peuvent être dangereuses ou en situation de stress. Donc on parle de démineurs, on parle de pompiers, de policiers, de militaires, etc. Je vais vous présenter 2 études de cas, puis je vais vous présenter avant ça un petit peu la méthodologie qu'on a appliquée. Donc on a fait un sondage auprès de 29 personnes ressources, donc notamment des chercheurs de la SST, des conseillers en prévention dans les associations sectorielles paritaires, certains représentants d'entreprises manufacturières et puis des utilisateurs d'équipements de protection. Ce qu'on a eu comme feedback de leur part, on a compilé ces données-là sous la forme de capteurs et d'actuateurs. Donc les problématiques majeures au niveau des capteurs, c'est vraiment plus la partie mécanique. En second lieu, on a la partie chimique et en troisième lieu, la partie, en fait, ex-aequo avec la partie chimique, la partie électrique. Donc électrique, c'est vraiment les signes vitaux. Par contre, pour la partie actuateur, on voit que c'est des problématiques différentes. Au niveau de l'actuateur, c'est vraiment la partie thermique qui est la plus grosse problématique rencontrée. Donc les 2 études de cas que je vais vous présenter, ça sera d'une part sur les capteurs mécaniques et les actuateurs thermiques. Donc en fait, les problématiques au niveau thermique, ce qu'on a, c'est plutôt une problématique de thermorégulation. Donc ça va intervenir notamment pour les travailleurs qui vont être soumis à des alternances de conditions, donc qui vont travailler à l'extérieur et à l'intérieur de bâtiments, puis qui vont devoir changer régulièrement d'atmosphère, ou alors qui vont alterner des activités physiques, donc qui vont être au repos, puis soudainement devoir faire des activités physiques intenses et ensuite au repos encore. Donc qui est concerné, ça c'est une très courte liste de quelques exemples qui nous ont été cités, donc les policiers, les transporteurs, les travailleurs sur les chantiers, les miniers, les pompiers. La liste est bien plus longue que ça. En fait, les problèmes de thermorégulation couvrent un très grand nombre de travailleurs. Alors, qu'est-ce qui existe actuellement? Qu'est-ce qui est disponible vraiment qu'on peut aller acheter directement dans les magasins? On a, par exemple, les matériaux à changement de phase. Donc, l'idée des matériaux à changement de phase, qu'on appelle les PCM, c'est que ce sont des microcapsules qui sont sous la forme solide. Quand la température augmente, ils vont passer de l'état solide à l'état liquide. Et ce faisant, ils vont absorber de l'énergie, donc on va avoir un effet refroidissant. À l'inverse, lorsque la température va diminuer, ils vont se resolidifier et vont relarguer l'énergie emmagasinée pour avoir un effet chauffant. Donc on a vraiment un cycle, ça peut continuer indéfiniment. Par contre, la limitation de ce type de technologie, c'est que
L'effet chauffant-refroidissant n'est là que lorsqu'ils sont en changement de phase. Une fois que c'est tout solide ou tout liquide, il n'y a plus rien qui se passe. Et ce temps-là, c'est estimé à peu près 15-20 minutes. Donc ce n'est pas des technologies qui sont faites pour durer pour des shifts de 12 heures, par exemple. C'est quelques exemples de produits commerciaux, donc Scholler, Outlast, qui est pas mal l'un des leaders, Comfortech. Les solutions à court terme, des choses qu'on commence à voir, qui sont soit sur le bord d'être commercialisées ou qui existent déjà. Donc pour ce qui est du refroidissant, on va chercher vraiment à se centrer plus au niveau du torseau, alors que pour ce qui est chauffant, on va aller chercher les extrémités. Donc on parle notamment de bottes chauffantes, de gants chauffants ou de bonnets, de cagoules chauffantes. Pour ce qui est du refroidissant, c'est ça, on parle de capillaires qui vont permettre l'échange d'eau ou d'air, et cet air ou cette eau-là va avoir un effet refroidissant. Pour le chauffant, c'est souvent des éléments conducteurs qui vont être attachés à une batterie, puis c'est ça qui va faire chauffer le textile. Donc Soleno Textile, c'est une compagnie québécoise, et Ocean Heat, c'est une compagnie en Alberta. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être envisagé à plus long terme? Donc, c'est des choses-là qui ne sont pas commercialisées, mais qui sont plutôt à l'état de prototype ou d'études, en tout cas. C'est d'avoir un système de polymère à mémoire de forme qui permet une isolation évolutive. Donc, l'un des exemples, ici, vous voyez, vous avez un polymère entre deux couches de tissu. Lorsque la température diminue, on va avoir le polymère qui va changer de forme, qui va prendre une forme un petit peu de banane, qui va permettre d'extensionner, en fait, les deux couches de tissu. On va venir créer des poches d'air, ce qui va permettre d'avoir une isolation bien plus importante. Donc on passe d'une veste très fine avec une isolation faible, puis soudainement on a quelque chose de beaucoup plus gonflant, de beaucoup plus chaud. Le principe s'applique également au niveau des membranes. Donc à basse température, on a une membrane dont les pores sont complètement fermés, donc on a une très bonne isolation. La température augmente, les pores s'ouvrent, et puis ça va permettre de laisser passer donc à la fois la chaleur et la vapeur d'eau, donc c'est-à-dire sous forme de transpiration. Maintenant au niveau de l'étude de cas mécaniques, donc évidemment, l'un des gros problématiques qu'on entend souvent, c'est au niveau de la posture, les troubles musculo-squelettiques. Donc qui est concerné, là encore, c'est une liste très courte qui pourrait être bien plus longue. On parle souvent au personnel de bureau, travailleurs en chaîne de production qui ont des mouvements répétés, les ambulanciers qui sont amenés à porter souvent des personnes, ouvriers agricoles, viticoles et autres. Puis une deuxième problématique qui nous a apparue lors du sondage qu'on a fait, c'est au niveau de l'usure des équipements de protection individuelle et notamment au niveau des harnais pour les ouvriers en construction qui travaillent en hauteur. On a du mal à avoir des indicateurs de fin de vie qui sont représentatifs de l'utilisation du produit. Donc ça, je vais revenir un petit peu après. En fait, les solutions actuelles, c'est sûr qu'on a la possibilité de pouvoir organiser le lieu de travail de façon plus ergonomique. Par exemple, les personnels de bureau, on a différentes chaises, on a des chaises assis debout, etc. On a aussi des formations au niveau des employés qui vont permettre de les sensibiliser à faire des mouvements qui vont protéger leur colonne vertébrale, notamment pour le port de charge. Au niveau des harnais, généralement, les harnais vont avoir une date de fin de vie. Et puis, il va y avoir tout un système de maintenance, de prévention et d'inspection tout au long de l'utilisation de ce type d'équipement de protection. Mais ce sont des solutions qui ne sont pas personnalisées par rapport à l'historique du produit. Donc, quelques solutions à court terme, ça, c'est des choses qui sont soit sur le bord d'être commercialisées, ou en tout cas, ce sont des prototypes qui ont déjà fait leurs preuves en laboratoire. Donc, pour tout ce qui est de la pression au niveau de la voûte plantaire, donc on a Melody, là on voit en fait la personne elle porte un sac à dos, puis en fonction de la pression qu'on a au niveau des pieds, on est capable de regarder un petit peu la charge qui est appliquée sur ses épaules, comment c'est réparti. Même chose ici, Sensoria, donc on a des éléments conducteurs qui sont directement tricotés dans la chaussette, puis qui présentent en fait le même type d'avantage au niveau de pouvoir mesurer la pression plantaire. Au niveau plus de la colonne vertébrale, donc on a deux exemples ici, Modwell, Globus, qui fonctionnent pas mal sur le même principe. On va avoir des éléments conducteurs qui vont être positionnés au niveau de la colonne. Puis toute déformation d'un élément conducteur, ça donne toujours des informations. En fait, ça va venir changer leur résistance électrique. Si on connaît la résistance électrique, si on sait qu'il y a des variations, on est capable de reproduire un petit peu le déformation qui a eu lieu. Puis Doco, donc comme je présentais un petit peu plus tôt, qui a différents modules qui va permettre de recréer la posture ou l'utilisation par le travailleur. Alors, on a beaucoup parlé d'exosquelettes, donc ça c'est la version très future des exosquelettes, c'est-à-dire qu'en fait au lieu d'avoir des systèmes robotisés, donc des systèmes qui vont être sur une base mécanique, rigide, en fait on pourrait utiliser ça sous la forme de textiles. Donc des textiles qui seraient en fait à base de polymères conducteurs. En fait, certains polymères, lorsqu'on leur applique un courant, ils vont pouvoir changer de forme. Donc si on applique ça dans un vêtement, on est capable de pouvoir
c'est ce qu'on appelle les muscles artificiels, donc contracter des morceaux de textile pour, par exemple, pouvoir soulever des poids. À l'heure actuelle, c'est quand même encore assez préliminaire. Donc l'exosquelette que vous voyez ici, ça a été développé par Harvard. Ça a quand même coûté plusieurs millions, puis il n'y en a pas beaucoup en utilisation actuellement, mais c'est le début. Et ce projet-là, c'est un projet qui est développé en Europe actuellement, qui a commencé cette année, Exosoft. L'idée, c'est vraiment de pouvoir remplacer les parties rigides par des parties textiles qui seraient réactives. Et puis, en fait, on va venir capter l'intention de mouvement, le transmettre au textile via un signal électrique, puis lui va venir se contracter. La problématique actuelle, je vous dirais, c'est vraiment la charge que le textile peut supporter. On est capable de lever jusqu'à 1 kg. C'est pas beaucoup, mais c'est un début. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des harnais, puis ça, c'est juste une petite slide que j'ai voulu mettre parce que c'est des choses sur lesquelles on a travaillé au groupe cet été. En fait, c'est pour pouvoir avoir une indication de l'usure des sangles et harnais. On est capable d'intégrer en fait des fils conducteurs. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Ce sont des fils en acier inoxydable. Donc c'est quand même des choses assez résistantes mécaniquement. Puis ensuite, on leur a fait subir toute une sorte de dégradation mécanique, donc abrasion, coupure, etc. Puis ce qui se passe, c'est que lorsque le fil conducteur va être sectionné ou abrasé suffisamment qu'on perd la conductivité, on a un petit boîtier au bout dont la lumière va s'allumer, puis qui va nous dire, la sangle là, elle a été usée suffisamment, et puis on peut plus l'utiliser. Donc ça nous donne un petit peu une notion de vraiment en lien avec l'utilisation du produit. Donc très rapidement, au niveau des perspectives de développement, puis les défis, en fait, ici au Canada, on a quand même une capacité de recherche assez incroyable, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau collégial. On a de nombreuses universités, on a de nombreux centres de recherche qui s'intéressent au textile intelligent. On a également une capacité manufacturière assez importante. Donc nous, dans notre étude, on avait nombré 60 entreprises, mais dans la réalité, il y en a même plus que ça encore. Par contre, il faut voir encore que parmi ces 60 entreprises, il y en a à peu près 60% qui sont en phase de développement, qui sont ce qu'on appelle en fait des start-up. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de produits déjà sur le marché, mais qui sont en phase de les développer. Mais il y a quand même 20% qui sont déjà en vente de produits. Les défis auxquels on fait face, c'est bien entendu le coût, parce qu'il faut pouvoir justifier pourquoi on va payer 3 fois l'équipement de protection plus cher, parce qu'il va y avoir des éléments intelligents intégrés. Donc le coût, c'est un gros problème. On ne parle pas de quelques dollars de plus par équipement. Souvent, quand il y a des textiles intelligents impliqués, ça triple, voire quadruple le coût. Ensuite, il y a évidemment l'effet potentiel sur la santé, ce qui est un peu ironique, étant donné que le but, c'est justement de pouvoir protéger les travailleurs, mais il y a toujours une contrepartie. Dans le cas des textiles intelligents, on utilise beaucoup de batteries parce que c'est quasiment tout sur une base électronique. Alors cette batterie-là, elle est portée en fin de compte près du corps toute la journée. Donc c'est un petit peu la même polémique qu'on avait par rapport au cellulaire qu'on porte continuellement sur nous. Quel est l'effet à long terme sur le corps humain ? C'est une question qu'il faut se poser. Ensuite, il y a également les risques d'interférence ou d'incompatibilité par rapport au milieu de travail. Donc si on prend l'exemple des mines, ce n'est pas toutes les batteries qu'on peut faire rentrer dans ce domaine de travail-là. Donc il faut regarder un petit peu c'est quoi le contexte de travail, puis qu'est-ce qui est acceptable ou pas en fonction du produit. Puis le dernier point qui est aussi une grande barrière par rapport au textile intelligent, c'est l'absence de normes. Quand on parle de textile technique, de vêtements de protection, il y a tout un ensemble de normes, c'est très réglementé. Quand on parle de textile intelligent, il n'y a aucune norme. Donc chaque manufacturier va faire ses propres tests sur des méthodes internes qu'il va avoir développées lui-même. Mais au niveau des consommateurs, c'est un petit peu perturbant parce que pour 2 produits chauffants qui vont présenter les mêmes caractéristiques, dans la réalité, ils ne vont peut-être pas avoir les mêmes caractéristiques parce que ça aurait été testé de 2 façons différentes. Il n'y a pas de réglementation qui soit officiellement mise en place. Mais il y a quand même énormément de solutions possibles et puis il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens. Donc au niveau du coût, ça va passer par l'automatisation des procédés. On parlait de la robotique, c'est au niveau des machines de production. C'est sûr que pour les textiles intelligents, il y a encore beaucoup d'étapes manuelles qui sont faites. C'est pour ça que c'est aussi plus cher. Donc si on pouvait automatiser le procédé de production, on viendrait réduire les coûts. Pour ce qui est de l'absence de méthodes de test normalisées, donc tous les comités ASTM, ATCC et ISO sont actuellement en train de regarder cet aspect-là. C'est encore récent, donc il n'y a pas encore vraiment de normes qui sont sorties, mais c'est vraiment sous peu. Pour tout ce qui est des effets potentiels sur la santé, puis les risques d'interférence, il y a plusieurs études qui ont été faites en laboratoire, mais on arrive un petit peu à un point où
il est important de commencer à faire des études sur le terrain, parce que quand on va faire des études sur le terrain, on va se rendre compte de tout un nombre de paramètres qu'on n'a pas pu prévoir, ou entre le laboratoire et le terrain, il y a quand même 2 mondes différents. Puis on est rendu au point que les études en laboratoire, il y en a beaucoup qui ont été faites, on sait quelles sont les performances du produit, on sait quels sont les risques. Bien entendu, les études terrain ne doivent pas mettre en danger les volontaires qui participeront, mais dans une certaine mesure, on a besoin d'avoir leur feedback. Étant donné la pluralité de fonctionnalités qui existent pour les taxis intelligents, il y a certainement un intérêt pour les travailleurs. Par contre, il faut que ces taxis intelligents, il faut que leurs propriétés répondent à un besoin des travailleurs et pas juste pour le fun d'avoir un taxi intelligent. Donc il faut vraiment que ça soit un couplage entre un besoin et un produit. Et puis c'est ça, en fait, on a besoin du feedback des utilisateurs, de leur consultation pour pouvoir éventuellement développer de nouvelles générations de produits qui seront plus performants. Merci.